Bonjour à tous, je suis Audrey Charluet, donc responsable des écosystèmes et des partenariats à la Banque des Territoires, et je suis ravie de vous accueillir cet après-midi au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Comme vous avez pu le voir, le Hub a été créé il y a un peu plus de 2 ans pour incarner l'ambition écosystème de la Banque des Territoires, et c'est à la fois un lieu et aussi un dispositif hybride, donc physique et digital. Et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous ont rejoints à distance, résolument tournés vers l'externe, vers nos partenaires et au service de nos clients et des territoires. Le Hub réunit et anime les écosystèmes d'intervention de la Banque des Territoires et favorise la collaboration publique-privée en inspirant les réussites territoriales et fournissant les clés pour accélérer la transformation des territoires. Il a un programme assez riche. Vous pourrez dans le chat retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter du Hub des Territoires pour suivre l'intégralité des débats, des événements qui se déroulent ici. Il y a également des ateliers et des résidences de start-up et même des cycles d'événements. Et nous sommes aujourd'hui réunis justement dans le cadre du cycle sur l'eau, qui est en partenariat donc avec le Hub des Territoires, excusez-moi, et Aquagir. Et c'est aujourd'hui le 4e événement de notre cycle avec une attention et un focus tout particulier qu'on a voulu sur l'outre-mer, puisque c'est des problématiques et des situations qui nécessitent d'avoir un regard particulier et puis des retours d'expérience aussi qui sont très intéressants et très enrichissants pour l'ensemble des territoires. Peut-être pour vous dire juste un tout petit mot d'Aquagir. Aquagir, c'est une initiative portée par la Banque des Territoires avec un collectif de partenaires. L'Association nationale des élus de bassin, le BRGM, le Cercle français de l'eau, les pôles de compétitivité de l'eau et l'Union des industries et entreprises de l'eau, qui ont mis en place ce dispositif dans une volonté commune de travailler sur le sujet de l'eau dans les territoires et d'aider au mieux les collectivités locales à relever les défis et à aborder l'ampleur des défis qui se présentent à nous. Collectivement, nous avons partagé un grand nombre de constats et avons décidé d'y répondre avec un parcours d'accompagnement de bout en bout, allant de la sensibilisation et de l'acculturation des territoires jusqu'au financement évidemment et à la mise en œuvre des projets. Vous pourrez retrouver donc toutes les informations sur aquagir.fr. On a été assez simple dans le nom, avec un certain nombre de contenus riches, notamment de retours d'expérience avec des élus qui racontent la façon dont ils ont parcouru ce chemin pour mettre en œuvre leur projet, donc comment ils ont été inspirés, comment ils ont diagnostiqué sur leur territoire, les financements qu'ils ont pu chercher et la façon dont ils ont trouver des opérateurs pour réaliser leur projet. Il y a aussi les 575 offres de financement à destination des collectivités locales qui sont disponibles sur le moteur de recherche qu'on a développé en partenariat avec Aide Territoire et qui permet de savoir avec un code postal quelles sont les aides disponibles des autres collectivités locales ou de l'État ou de l'Europe pour son territoire précisément, et puis plus de 200 offreurs de solutions sur la place de marché qui vous permettent d'avoir de la visibilité sur les offreurs qui peuvent venir vous aider sur vos territoires. Oui, c'est ce que j'allais faire. J'allais conclure en disant qu'on est ravis aujourd'hui d'avoir ce spécial Outre-mer et je vais vous laisser la parole pour l'introduction spécifique et puis pour l'introduction des intervenants de l'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Audrey Charluet, responsable écosystème et partenariat à la Banque des Territoires. Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez ici avec nous en présentiel ou en distanciel. Bienvenue donc à cette séquence autour du cycle de l'eau au sein de ce hub des territoires qui nous a donc été présenté. Comme indiqué un peu plus tôt, je suis Abby Saïda Dinani, je suis journaliste pour
Outre-mer 360. Et nous sommes ravis, bien évidemment, d'être de nouveau aux côtés de la Banque des Territoires, du Hub des Territoires, pour animer donc cette séquence autour de la question de l'eau, les défis, les enjeux auxquels nos territoires doivent faire face. Donc, dans ce cycle consacré à la gestion de l'eau, qui a été initié en janvier par le collectif des territoires, par Aquagir et leurs partenaires, il a été précédemment question donc de la maîtrise des usages, du partage de l'eau dans les territoires, de l'adaptation des infrastructures de l'eau, du changement climatique et de la gouvernance. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ces échanges, ils sont donc disponibles sur la plateforme de la Banque des Territoires. Cette 4e séquence est donc consacrée aux Outre-mer avec cet intitulé « Des réponses sur mesure aux défis de la gestion des eaux ». Sans plus tarder, je vais demander à Monsieur Hervé Tener de nous rejoindre, directeur des Outre-mer, directeur régional Pacifique de la Banque des Territoires. Et nous passerons juste après à nos intervenants, puisque nous irons à Mayotte, en Guyane, mais également à La Réunion. Merci beaucoup. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je salue notamment toutes les personnes qui sont connectées sur l'ensemble des Outre-mer. Alors, je tiens à nouveau à m'excuser quand on dit l'ensemble des Outre-mer. C'est difficile pour nos amis du Pacifique d'être présents, puisque les horaires sont difficiles. Donc, il y aura un replay. Je remercie encore le Hub, puisqu'on a réussi donc avec mes collègues à convaincre le Hub, on n'a pas eu besoin de beaucoup les bousculer, pour qu'on ait des temps spécifiques sur les Outre-mer. Les Outre-mer font pleinement partie de la République et doivent avoir toutes les impulsions nécessaires, mais ont quand même des thématiques particulières et il nous paraît utile de pouvoir avoir des moments dédiés, spécifiques pour les Outre-mer. Alors la question de l'eau, évidemment, ne va pas être résolue en une seule intervention. Donc je pense qu'on sera amené aussi pour les Outre-mer à prévoir d'autres séquences. Vous verrez que la séquence qui s'ouvre à l'instant, elle va permettre de montrer des coopérations, notamment avec des acteurs publics. Dans la logique qu'on a développée, qui était celle de dire qu'il faut une communauté d'acteurs, tout le monde a en tête, y compris sur les Outre-mer, les enjeux de l'eau qui sont assez exceptionnels, qui peuvent être des enjeux de grande frustration, de crispation, de tension même. Il y a aussi des grandes réussites. Alors, on a voulu, dans ce premier, numéro Outre-mer sur l'eau, parler de sujets de réussite. Et on sait que l'eau, ça peut être des sujets à la fois très conjoncturels. Je venais sur des tensions, des actions. Mais en même temps, pour résoudre des sujets conjoncturels, il faut être capable de penser le temps long, d'être dans le structurel. Et il faut être capable d'avoir une diversité d'acteurs. C'est-à-dire que l'acteur public, lui seul, a un rôle légitime, c'est la politique publique en fonction de la répartition des compétences, et souvent c'est des compétences qui peuvent être complémentaires, ou c'est des appuis par rapport à celui qui a la compétence première lorsqu'il y a une crise majeure. On voit ainsi le rôle d'intervention de l'État de manière dérogatoire, que ce soit sur Mayotte ou on l'a pu voir en Guadeloupe. Mais en même temps, l'acteur public, il a besoin de fédérer un certain nombre d'initiatives privées. Donc, on va essayer de vous présenter d'une manière dynamique, avec des exemples réussis, des stratégies de long terme. C'est notamment les grands projets qu'il peut y avoir à La Réunion. On va voir des projets qui ont lieu en Guyane. Des exemples justement de volontarisme, de vrai volontarisme de politique publique. Donc, c'est important de le souligner. L'eau est une grande politique qu'on redécouvre, alors peut-être sous la contrainte. Et du côté de la Banque des Territoires, qui pense le temps long, qui a des outils pour accompagner le temps long et qui est toujours dans ce rôle justement de, et je le répète toujours, on n'est pas des donneurs de leçons, on n'est pas là pour se substituer, on est là pour accompagner sur le triptyque de départ, donc la phase amont et la phase de déploiement, soit éventuellement en exploitation, y compris au travers de sociétés d'économie, soit avec des partenaires, soit dans le financement de projets qui peut prendre justement J'ai plusieurs exemples sur l'ensemble des Outre-mer, de près, de très long terme, sachant qu'on est un acteur aussi naturel du plan eau dans les Outre-mer. Puis je crois qu'on aura une séquence aussi un peu intéressante avec un garçon qui commence à avoir une certaine notoriété, Gaël Musquet, qui devrait permettre de... Je ne sais pas s'il a pu se garer et être présent. Voilà. Donc, voilà. On reviendra avec lui. Donc, Gaël Musquet, qui est un météorologue, mais également spécialiste de la prévention des risques naturels, fondateur de l'association HAND,
Hackers Against Natural Disaster. Donc nous reviendrons avec lui sur cette situation des Outre-mer et comment la data, comment les conditions climatiques impactent cette gestion en eau. Peut-être revenir avant de passer à notre premier intervenant sur cette question du temps long de ce financement. Est-ce que le fait de réfléchir sur le temps très très long fait qu'on ne peut pas réfléchir sur le court et moyen terme? Alors, Comment ça se passe? c'est la logique partenariale avec justement la bonne plus-value et la bonne complémentarité. J'ai accompagné, donc je suis intervenu, il y avait une interrogation de la délégation Outre-mer du Sénat sur les risques naturels. Et j'expliquais que la Banque des Territoires n'était pas l'acteur premier pour une réponse immédiate à un événement type une crise avec un phénomène naturel exceptionnel. On n'est pas là pour la réparation immédiate. Après, on est là pour la prévention et l'adaptation. C'est l'enjeu majeur, d'ailleurs c'est une de nos deux grandes priorités avec la cohésion sociale, c'est la transition écologique et énergétique et donc l'adaptation au changement climatique. Donc là, on est capable aussi d'intervenir, mais dès le départ. Après, il y a toute une logique de temps masqué. C'est-à-dire qu'il faut quand même à un moment, ce genre de stratégie, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc il faut quand même que la collectivité ou l'acteur qui a la compétence ou les acteurs qui ont la compétence et une stratégie. Nous, on est capable d'aller très vite et c'est très rapidement. Je crois qu'il y a des exemples. J'ai mon collègue directeur régional en charge de la zone océan Indien. Je sais que, notamment sur la thématique de l'eau à Mayotte, sa direction se mobilise fortement, y compris dans, j'allais dire, la prospective de la recherche ou l'accompagnement du forage en eau. Ce que j'indiquais à un moment, c'est que ce genre de projets sont des projets coûteux. Une fois qu'on a déterminé qu'on sait ce qu'on veut faire, c'est des projets qui doivent durer un certain temps. Et c'est des sujets sur lesquels la maturité, notamment de nos financements de long terme, grâce au livret A, à cette ressource exceptionnelle des fonds d'épargne, nous permet de faire coïncider un amortissement économique avec un amortissement financier. Je vous donne un exemple qui est très réel pour que tout le monde comprenne. Il est parlant et il est réel. C'est la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon est confronté aussi à une thématique de l'eau. Alors ça peut paraître particulier, on n'y pense pas forcément, mais a connu ses premiers sujets en eau. Ils avaient besoin de refaire un barrage de retenue collinaire. Et malgré les appuis, y compris l'accompagnement de l'État, donc dans le cadre du contrat de développement, la supportabilité du projet à la taille de la collectivité territoriale de Saint-Pierre n'arrivait pas à se faire. Et c'est en mettant des prêts de 50 ans qui correspondent à ce type d'investissement, c'est-à-dire on n'est pas là pour vendre un produit financier qui ne correspondrait pas à une logique économique. On ne va pas demander aux gens de s'endetter au-delà de la maturité nécessaire du projet. Ça a permis de rendre le projet sortable et de lui permettre de réaliser alors qu'il n'était irréalisable. Donc ce qu'on dit sur l'eau, notamment sur les réseaux, on a une capacité d'intervention, y compris jusqu'à 60 ans. Donc on offre une gamme de prêts qui peut aller de 20 par exemple à 60 ans, qui permet d'équilibrer sur des projets majeurs. Mais voilà, donc je distingue l'enjeu du financement du projet. Pour des projets qui sont lourds, on ne refait pas de ce genre d'équipement. Je crois qu'on va évoquer aussi, donc je reviens sur la zone Réunion océan Indien, on va évoquer des sujets de basculement des eaux. On voit très bien que ce n'est pas un sujet pour 10 ans. Et ça serait un peu catastrophique de mobiliser des financements énormes si c'était à court terme. On a des actions qui sont conduites, on va voir une intercommunalité en Guyane, c'est également des projets structurels. Donc qui demandent à pouvoir être équilibrés sur une période nécessaire par rapport à un besoin de contraintes budgétaires et de soutenabilité, y compris des finances de la collectivité qui porte. Par contre, les actions peuvent être très très présentes. C'est pour ça que je signalais tout le travail que conduit la direction régionale ou que peuvent conduire des fois nos filiales. Je crois que c'est la même chose sur justement la Mayotte, où on a une de filiales qui est mobilisée. D'ailleurs, je crois qu'un des intervenants... On va en reparler. Voilà, mais qui permet de dire quand il faut faire une action assez forte de réaction, mais on n'est pas, par contre, l'acteur le plus efficace et efficient pour une réponse juste à une crise, par exemple une inondation, etc. Nos outils ne sont pas tout à fait taillés quand même pour ce genre d'intervention. Ils sont taillés pour éviter les crises et ils sont taillés pour permettre cette fameuse adaptation à une évolution climatique. Et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Merci beaucoup, Hervé Tonnerre, pour ces quelques mots d'introduction. Alors, il y a autant de problématiques qu'il y a de territoires ultramarins. Nous ne pouvions pas tout traiter en 1h30, puisque malheureusement, nous ne sommes là que pour 1h30, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque
vous l'avez expliqué, il y aura d'autres qu'il n'y ait pas de séquences. frustration, notamment pour les autres territoires, parce qu'on le sait très très bien, et c'est toujours décevant pour nos amis polynésiens, pour nos amis calédoniens, pour nos amis wallisiens, de ne pas pouvoir se connecter. Et eux ont des enjeux très très prégnants, des sujets. Voilà, je donne juste encore un court exemple, de notre monsieur Musquet arrive. On voit par exemple la Polynésie, c'est une multiplicité d'îles, c'est archipélagique et multi-archipélagique. Et à part, j'allais dire vraiment l'île capitale, l'île centre, Papeete, on a souvent peu de population, des fois très peu de population. Et il faut trouver un modèle économique, c'est bête et méchant, mais comment est-ce qu'on arrive à faire? Si on doit faire des travaux de réseau sur une très grande distance, est-ce que c'est vraiment crédible? Est-ce que c'est ça la réponse? Et comment est-ce qu'on modélise, sachant qu'on ne peut pas aller ni par la taxe, ni par l'impôt, etc. Donc c'est un peu compliqué, donc il faut faire preuve d'imagination. On parlera de la Polynésie, on parlera des autres territoires, des Outre-mer également, puisque les problématiques en eau sont nombreuses. Et Gaël Musquet, qui vient d'arriver, qui va nous rejoindre. Voilà. Il en manquait un, tout était dépeuplé. Il est tout essoufflé. Reprenez votre respiration. Gaël Musquet, bienvenue. C'est bien, je vais pouvoir lui passer le relais. Bonjour Gaël. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gaël Musquet, donc météorologue, spécialiste en prévention de risques naturels, hacker éthique. Oui, aussi. Comment on arrive à allier finalement le numérique, la gestion des ressources telles que l'eau et le changement climatique? Quel est le lien entre ces trois sujets? Merci beaucoup. Alors, d'ailleurs, déjà, merci pour l'invitation. Désolé vraiment pour le retard. En fait, mon passé déjà d'enfant guadeloupéen, c'est 1989, l'ouragan Hugo qui ravage mon île. Et mon père est banquier. Il est pasteur, il avait tout prévu. On a même pu accueillir une autre famille. Et en fait, c'est de cette expérience d'enfant, malheureuse, mais qui ne m'a pas traumatisé, parce que les adultes autour de moi avaient géré, que j'ai, au lever du soleil, pris l'engagement, enfant, que mon métier plus tard, ce serait d'éviter que ces catastrophes naturelles ne surviennent. Bon, évidemment, je me suis rendu compte en grandissant que ce n'était pas possible, mais en tout cas, compliqué. J'ai embrassé une filière qui me permettait d'être utile au territoire qui m'a vu naître, à la Guadeloupe, et je me suis tourné vers les sciences, vers la technique. Je suis arrivé ici dans l'Hexagone en 2001, justement pour concevoir des capteurs qui me permettraient à minima de comprendre ce qui se passait, et pour faire le lien avec l'eau. Souvent, après ces catastrophes naturelles, les premiers réseaux impactés par une catastrophe naturelle sont les réseaux d'énergie, sans lesquels on n'a pas d'eau. Évidemment, les réseaux d'eau sont aussi impactés. On l'a vu après Fiona en Guadeloupe et après d'autres catastrophes naturelles qui ont impacté, par exemple, Saint-Martin. Ce sont souvent les premiers réseaux à être impactés et à malheureusement mettre les populations en tension. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de ces territoires? Alors vous l'avez expliqué, vous venez de la Guadeloupe, mais votre travail finalement, c'est d'étudier toute cette situation de manière globale, même si on sait qu'il y a des spécificités. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, j'ai eu la chance d'aller dans tous ces territoires d'outre-mer, sauf Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils vont finir par croire qu'on les oublie. On les oublie pas. Ils ont tous une histoire. C'est ce que j'aime beaucoup faire dans chacun de ces territoires, c'est discuter avec les gens. 80% de mon métier, même si c'est un métier technique, c'est de l'humain. C'est comprendre l'histoire de ce territoire, leur rapport en fait que les populations entretiennent avec ce territoire, les anciens, comment ils voyaient les choses, comment ils captaient cette eau, comment elle était produite, comment elle était distribuée, comment elle était consommée. Et c'est vrai qu'entre les Tuamotu, où cette eau est produite par l'eau de pluie, où on n'a pas de nappe phréatique, on n'a pas de retenue collinaire, à des territoires, l'île qui m'a vu naître, l'île aux Belles Eaux, Calauchera, c'était le nom en fait de cette île, nom du peuple autochtone qui peuplait la Guadeloupe à l'époque. Quand on regarde chacun de ces territoires, évidemment l'évolution, les capteurs que l'on peut mettre, on a des disparités à la fois sur la manière dont la pluviométrie évolue. On a là, à la mi-carême, quand une période reconnue et connue pour être sèche en Guadeloupe, eu le week-end dernier des inondations à Morne-à-l'Eau. On a sur Mayotte, par exemple, des sécheresses qui ont duré et qui ont fortement impacté les retenues collinaires.
Et donc le rapport à l'eau, dans chacun de ces territoires-là, historique, mais aussi futur, ce qu'on anticipe, des travaux vont être menés d'ailleurs par Météo France sur ces sujets, sur chacun de ces territoires. On a évidemment à la fois à apprendre de nos anciens, sur chacun de ces territoires, de l'histoire de ces territoires, mais en même temps, sur le présent, sur les difficultés qu'ils rencontrent déjà à produire cette eau, à la distribuer et à la consommer, à la traiter, et évidemment le rapport aux eaux usées, qu'il ne faut surtout pas oublier, besoin, plus que jamais, de données techniques pour gouverner ces réseaux par la donnée. Alors justement, vous êtes souvent décrit comme un hacker éthique. En quoi les data, en quoi ces informations peuvent aider à faire face au défi de la gestion des ressources en eau dans ces départements que vous venez de citer? Alors, l'exemple que je prends souvent, c'est 2019. Je suis en vacances avec mes enfants. Et je suis chez ma petite sœur. Il se passe 2 jours, coupure d'eau. Et je leur dis, OK, c'est ça la réalité de notre territoire. Comment on va faire pour comprendre ce qui se passe? Donc, j'avais dans ma valise des capteurs de freinage hydraulique. Donc, c'est là où le hacking intervient. Alors, pas au sens négatif tel qu'on le connaît en matière de piratage. Les pirates, ce sont des personnes malveillantes. Les hackers sont des personnes bienveillantes. Il y a 17 000 postes à pourvoir pour ceux que ça intéresse. Et donc, le hacker que je suis explique à ses enfants qu'on va avec un capteur de pression hydraulique de freinage de camion. Peut-être expliquer un peu ce que c'est ce capteur. C'est un petit capteur en fait qui va se fixer en fait au niveau des systèmes de freinage, des tuyaux de freinage en fait des camions. Quand le chauffeur appuie sur la pédale, c'est ce capteur qui va bien lui confirmer qu'il peut freiner. Donc il s'en rend compte parce qu'il freine. Mais si jamais demain ce chauffeur et ce camion avait un défaut pneumatique ou hydraulique, c'est ce capteur qui renseigne le chauffeur qu'attention, il se trouve dans une situation dangereuse et qu'il ne pourra pas freiner. Et donc ce capteur, en fait, je l'ai acheté en ligne et je l'ai connecté au réseau d'eau de ma sœur, donc sur un de ses robinets, pour mesurer la pression. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'eau, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de pression pour permettre à mes enfants et à moi-même de prendre une douche debout. Et donc, la donnée qui ressortait de ce capteur, après l'avoir connecté et analysé en fait les données, on a commencé donc à prendre nos douches accroupies. Alors, c'est une anecdote que je prends souvent, mais pour en avoir discuté avec les gestionnaires de réseau de Guadeloupe il n'y a pas longtemps, il va être important que sur nos territoires, ces technologies soient utilisées pour pouvoir gouverner. Gouverner, c'est mesurer. Pour anticiper des phénomènes majeurs qui vont se produire sur ces territoires, on aura besoin de stations météorologiques qui vont permettre en fait de mesurer un surplus ou un déficit d'eau. On aura besoin, et c'est les parlementaires d'ailleurs qui l'encouragent, des capteurs qui vont mesurer l'humidité du sol, des capteurs qui vont mesurer l'évapotranspiration des plantes, des capteurs qui vont mesurer la quantité d'eau sur les débits, la quantité d'eau sur une retenue collinaire. Aujourd'hui, on est capable avec une photo de déterminer si on a suffisamment d'eau et quelle période, à quel moment on va être en tension, compte tenu à la fois des prévisions, mais aussi de la pluie qui est tombée ou qui n'est pas tombée. Et évidemment, sur ce réseau, on va avoir besoin, puisqu'ils vieillissent, ces réseaux, et on le voit aujourd'hui, c'est un des enjeux, de pouvoir mesurer des fuites, mesurer des ruptures aussi, des canalisations qui sont endommagées, pour planifier, on est dans une banque ici, planifier des travaux sur ce réseau et anticiper le vieillissement et la fatigue de ces réseaux. Et j'en parle même pas de l'assainissement, où là aussi, évidemment, il va falloir, une fois que cette eau a été consommée, la traiter. Mais dans certains territoires, malheureusement, ces réseaux ne sont pas forcément déployables et encore moins en situation de crise. Alors, quelle est l'urgence? Qu'est-ce qu'il faut impérativement mettre en place rapidement? Alors, mettre en place des moyens de prévention. La prévention, c'est ce qu'il y a de plus difficile souvent à financer, tout secteur confondu, toute thématique confondue. Mais les Nations Unies ne s'y trompent pas, y compris sur la paix. 1 euro mis dans la prévention, c'est 15 euros évités au moment de la crise et au moment de la reconstruction. Donc il faut, sur chacun de ces territoires, installer des unités de production qui vont être soit en capacité de produire évidemment pour ces populations. Moi, je l'ai vécu dans des camps de réfugiés, sur des bateaux de sauvetage, en plein désert, à la frontière syrienne, 80 000 personnes dans un camp de réfugiés en plein désert. On a réussi avec UNICEF et Acted, qui est une ONG française, à utiliser, en tout cas, capter cette eau, faire des forages en plein désert, pour distribuer par camion-citerne. C'est des camions-citernes qui distribuaient de 4h du matin à 16h cette eau. Ce génie humanitaire que la France est capable de projeter dans des territoires en crise,
en guerre. C'est ce génie humanitaire qui va nous apprendre, il va falloir apprendre aussi à déployer sur nos territoires qui sont, je mets des guillemets, en paix. J'ai 43 ans, j'ai connu des conflits liés à l'eau dans mon territoire depuis mon adolescence. Et en une génération, ces problèmes se sont aggravés en Guadeloupe. On le voit même dans l'Hexagone, hein, sur des actions militantes, on a parfois des morts sur la gestion de l'eau, sur des populations dans l'Hexagone qui ne sont pas encore en situation de stress, de panique et de manque d'eau. On peut le connaître sur ces territoires. Exactement, où on est obligé de rationner à quelques litres par personne et par jour. Donc c'est dire à quel point notre territoire, hein, je parle de l'archipel France, là pour le coup, l'Hexagone et ses territoires d'outre-mer, ont une histoire déjà moderne, difficile avec la distribution, la production et le traitement de l'eau. Donc c'est important qu'en temps de paix, je mets des guillemets à paix, puisque chaque conflit évidemment chasse hein, ses prévisions, ses prédictions, ses phénomènes aussi, ses politiques d'anticipation. Il est important à la fois d'installer des unités de production rapides pour ces populations qui ont besoin d'eau. Ça peut être des forages à la désalinisation, aux osmoseurs. Il y a énormément de technologies aujourd'hui disponibles. Il faut expérimenter. Et c'est cette prévention, c'est cette sérendipité qui naît aussi hein, de la crise, qui permet de passer au travers des crises qui, là, vont nous impacter. Je parle de crise géologique, des séismes, des tsunamis, je parle de crise climatique, des inondations, des sécheresses, des vagues submersions, des ouragans, des tempêtes, des cyclones, qui vont déstabiliser ces réseaux. On l'a vu hein, à La Réunion sur Belal récemment. C'est important que ces temps de paix, entre deux crises, tant que faire se peut, on puisse être en capacité d'expérimenter, de prévoir et de mettre toutes les unités, entre guillemets, de réflexion, d'urgence, au service de ces populations. Pour vous, tout est lié et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque ces acteurs sont avec nous ici, au Hub des territoires, mais également en distanciel à travers les bassins. On va en reparler. Bien Merci beaucoup, Merci Gaël Musquet, pour toutes ces précisions. Merci. Vous reviendrez avec nous un peu plus tard pour la conclusion suite à toutes les interventions, puisque nous allons parler de Mayotte, nous allons parler de la Guyane et de la Réunion que vous venez d'évoquer. Merci à vous. Merci. Et je l'expliquais, hein, le défi de la gestion de la ressource eau concerne presque tous les territoires, mais nous avons 3 territoires ultramarins dont nous allons parler aujourd'hui. On commence par Mayotte avec vous, Antoine Bajeux, bonjour. Antoine Bajeux, bonjour. Est-ce qu'il nous entend ? Il ne nous entend pas. Est-ce qu'il est en ligne ? Il est en ligne. Est-ce un problème de micro ? Antoine Bajeux, est-ce que vous êtes là ? Oui ? Non ? Oui ? Il est là ? Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur spécialisé en hydraulique et en aménagement, responsable d'agence Océan Indien chez Aegis, groupe international de conseil d'ingénierie de la construction et d'exploitation dans les secteurs de l'aménagement, des infrastructures de transport, d'eau et du secteur de l'environnement. Vous avez travaillé pendant une dizaine d'années à Mayotte, mais également en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Et aujourd'hui, vos fonctions vous amènent donc à vous déplacer entre La Réunion et Mayotte pour intervenir dans les domaines de l'eau et de l'aménagement. Alors, une première question, quelle est la situation à Mayotte où on sait que cette crise de l'eau, c'est une réalité pour les habitants ? Alors, la situation aujourd'hui à Mayotte, j'imagine que vous en avez entendu parler au moins ces dernières semaines, était donc très complexe jusqu'à la fin décembre, début janvier. Je l'expliquerai après, mais on a effectivement dû procéder à des tours d'eau, à des coupures d'eau, donc ce qui a occasionné pas mal de difficultés au quotidien pour les habitants. Donc effectivement, la situation était très compliquée jusqu'il y a encore quelques semaines.
Aujourd'hui, les choses rentrent progressivement dans l'ordre par rapport à cette tension, avec encore effectivement des coupures, mais qui devraient s'arrêter dans les semaines à venir. Alors, vous Voilà. nous avez préparé des tableaux qu'on va peut-être faire défiler, hein. Dites-nous à quel moment il faudra que l'on fasse intervenir donc ces slides que vous nous avez préparés pour parler notamment des principaux défis, hein, auxquels ce territoire est confronté en matière de gestion des ressources en eau. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, par rapport aux tensions qu'a connues l'île, hein, j'en parlais tout à l'heure, notamment sur l'eau potable, donc le principal défi, c'est effectivement de protéger, de sécuriser, je dirais même dans une certaine mesure de développer la ressource en eau, en tout cas en eau potable, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ou laisser de côté les autres aspects, et c'est-à-dire notamment la réduction de la pollution par rapport à ses impacts potentiels sur les milieux aquatiques. Hein, Mayotte, c'est quand même un lagon qui est formidable. Vous voyez, ne serait-ce qu'avec la petite illustration, donc ce que peut être ce lagon et ce que peut générer aussi parfois les fortes pluies avec les apports terrigènes dans le lagon. Vous voyez toute la bande marron, là, c'est effectivement des apports de terre lors des fortes pluies. Et donc, au-delà de ces aspects pluviaux, il y a aussi l'aspect eau usée, donc avec la volonté de traiter au mieux les eaux usées et de développer les infrastructures en conséquence. Tout ça pour effectivement protéger une biodiversité qui est exceptionnelle. Il faut savoir qu'on a évidemment des dauphins, mais aussi des dugongs dans le lagon de Mayotte, des baleines qui viennent séjourner. Donc on a beaucoup d'enjeux vis-à-vis de la biodiversité. Donc il faut conserver à l'idée que malgré la crise de l'eau potable, on a aussi d'autres aspects à développer. Alors, quelles actions ont été prises afin justement d'essayer de sortir de cette crise? Alors, il y a eu effectivement plusieurs actions menées en parallèle. La première, je dirais que c'est évidemment des actions immédiates, c'est la mise en place des tours d'eau, hein, c'est-à-dire des coupures qui permettent tout simplement de limiter les volumes consommés. On a eu aussi en parallèle le besoin de maintenir les services publics, notamment l'accès à l'éducation et les établissements scolaires. Donc on a dû raccorder indépendamment ces établissements pour qu'ils puissent continuer à être alimentés par des coupures. On a aussi en parallèle pour d'autres établissements développé des systèmes de cuves. Hein. Je pense que Gaël parlait de la Guadeloupe pour connaître un peu. Je pense que on connaît bien malheureusement le système de cuves individuelles. Donc c'est ce qu'on a développé aussi sur certains établissements. Et pour la population, les rampes d'eau, et notamment dans les zones où la population n'avait pas un accès favorisé à l'eau potable. C'est-à-dire notamment les endroits où on a des bornes fontaines pour avoir accès à l'eau potable. Donc ça, c'est des actions immédiates. On a également des actions de long terme, évidemment, concernant cette situation. C'est le développement des forages. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Mayotte est particulièrement alimentée par des eaux superficielles, donc de rivières et de retenues collinaires. Et donc l'idée, le problème, c'est qu'effectivement, en période de sécheresse, ces ressources sont particulièrement vulnérables. Et donc, c'est de développer au maximum les forages. L'idée a été également de favoriser une optimisation des parcours d'eau, c'est-à-dire par le biais de réseaux et de pompage, de favoriser des transferts entre le nord, où il y avait plus de ressources, vers le centre, où il y en avait moins, et même de la petite terre vers la grande terre. Donc, on a également essayé de développer la recherche et la réparation de fuites. Et enfin, on a envisagé des projets de dessalement, donc par rapport à une ressource qui est évidente sur l'île, c'est-à-dire l'eau de mer, et par rapport à un problème de plus en plus récurrent
de manque de ressources d'eau douce. Donc le dessalement est apparu comme un moyen, je dirais, à court terme de trouver des solutions efficaces. Alors justement, par rapport à cette usine de dessalement, il y en a déjà une qui est présente sur le territoire. Là, vous parlez peut-être de cette deuxième usine. Où est-ce qu'on en est au niveau de ce C'est ça. projet? Alors, aujourd'hui, on a effectivement un dessalement sur petite terre qui est donc d'un faible volume, hein, qui représente à peu près 6 à 7% du global de la ressource disponible. Et l'idée, effectivement, c'était de développer un projet sur grande terre, dans un endroit, je dirais, qui a été choisi notamment par rapport à sa capacité énergétique, c'est-à-dire le réseau électrique, parce qu'il faut évidemment de l'énergie pour dessaler, et également pour sa situation vis-à-vis des réseaux existants, pour pouvoir desservir au maximum l'île, et par le nord et par le sud. Voilà. Donc un projet de dessalement, effectivement, qui est en cours de consultation à l'heure actuelle. Hein, il faut aller vite aujourd'hui. Alors, pour 2024, la situation est aujourd'hui rassurante puisque les pluies ont été abondantes et nous sommes donc à nous sommes en crue sur la plupart des cours d'eau et les retenues sont au déversement, donc sont à 100%. Est-ce qu'on peut Par dire que contre, la rien ne crise nous... est passée? Est-ce qu'on peut dire que la crise est passée? Oui, oui, on peut le dire, oui. Oui. Elle est passée depuis la fin du mois de janvier. Par rapport aux projets que vous annoncez, ce sont des projets donc qui sont sur le moyen terme, le court terme aussi, et le très très long terme. Quelle est l'urgence et pourquoi ça prend aussi longtemps? Est-ce que cette crise, finalement, aurait pu être évitée et qu'est-ce qu'elle doit nous apprendre pour les autres territoires, notamment qui soit sont en crise aussi ou vont peut-être l'être très prochainement? Alors, si on doit tirer des enseignements, pour l'exemple concret de Mayotte, c'est effectivement la nécessité d'avoir une approche plus précise sur l'évolution des besoins. Il faut savoir qu'à Mayotte, on a un développement démographique de l'ordre de 4% par an. Donc tout cela implique une augmentation de la consommation qui est très importante. C'est-à-dire on est de l'ordre de 2000 m3 par an en plus chaque année de besoin. Donc ça, c'est très compliqué je dirais, à fournir aujourd'hui. Et je dirais, le problème majeur, c'est peut-être la difficulté d'appréhender à la fois cette augmentation très importante de population, de pouvoir la spatialiser, parce que on a effectivement des projets urbains qui sortent un peu au compte-gouttes, et donc des besoins qui vont se répartir un peu différemment de ce qui avait été envisagé il y a par exemple 20 ans à l'échelle de l'île. Et donc on a également, il ne faut pas l'oublier, une élévation du niveau de logement, des conditions de logement, qui implique par elle-même une augmentation naturelle, enfin en tout cas connue, de la consommation de l'eau par habitant. Donc tous ces phénomènes conjugués nous amènent à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je dirais que la difficulté aussi des enseignements qu'on peut en tirer, c'est la difficulté entre l'urgence et la planification. C'est-à-dire que une étude, un projet, ça nécessite du temps, des études, des étapes, des autorisations, et que l'urgence, je dirais, ça se colle mal avec ces étapes. Donc c'est toute la difficulté. Ce qu'on peut dire aussi sur les enseignements, c'est que la crise, quelle qu'elle soit, implique généralement politiquement une intervention de l'État, qui, pour le coup, n'intervient pas sur l'eau potable habituellement, puisque c'est une compétence qui est dévolue aux communes et à leurs collectivités. Et donc, automatiquement, on peut avoir des problèmes, ne serait-ce que de ressources humaines, par rapport à cette nécessité de gouvernance partagée au moment, en tout cas, de la crise. Voilà. Ce sera la dernière question. Quelles sont les spécificités propres à ce territoire, mais également aux autres territoires ultramarins dès lors que l'on souhaite initier un projet eau? Alors,
les spécificités, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de similitudes avec les contextes, avec les autres contextes ultramarins, en tout cas avec certains. C'est notamment parce que qui dit travaux d'envergure dit ressources et dit transport. Donc on a forcément, un peu comme tous les DOM et les TOM, cette difficulté vis-à-vis des approvisionnements, vis-à-vis du transport. Actuellement, qui est accrue avec les tensions en mer Rouge dont vous avez dû entendre parler, donc qui nous effectivement rallonge les délais, qui nous complique la situation. Après, je dirais qu'on a des spécificités. Alors sur Mayotte, pareil, hein, c'est des détails techniques, mais par exemple, tout arrive en container. On n'a pas de transport en vrac, très très peu. Et donc ça nous amène à des spécificités. Par exemple, on n'a pas des tuyaux de 6 mètres, on a des tuyaux de 5 mètres 80. Voilà, c'est des singularités parce qu'il faut les charger dans des containers. Bon, c'est tous des petits détails qui font qui qu'un s'accumulent chantier et est qui forcément entraînent différent, les singulier. retards. Merci beaucoup, Mm. Antoine Bajeux, de nous avoir éclairé sur cette situation de Mayotte. Et puis on rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons à la fin de cette séquence. Et puis nous répondrons également aux questions pour ceux qui sont avec nous en présentiel. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous passons maintenant à la Guyane. Nous prenons donc la direction de ce territoire où nous avons 4 heures de moins. Donc nous espérons que nos intervenants sont là. Normalement avec nous, nous avons monsieur Philippe Néron. Bonjour. Monsieur Philippe Néron, bonjour. Est-ce qu'il est là? Il a un problème de micro. Et Philippe a un problème de micro aussi. Il a un Il faut lui ouvrir. Il faut activer son micro. Normalement, à côté de monsieur Philippe Néron, nous avons également monsieur Olivier Delesalle. Bonjour, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Le micro vient d'être ouvert. Chargé de développement territorial Guyane à la direction régionale anti-Guyane de la Banque de territoire. Est-ce que monsieur Philippe Néron est avec nous? Oui, bonjour, je viens de vous saluer. Le micro vient d'être ouvert. Bonjour monsieur, vous êtes donc directeur général des services de la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane. Peut-être commencer avec vous et nous faire un état des lieux de la situation guyanaise et plus particulièrement de la communauté d'agglomération du centre littoral, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Mais bonjour à tous. Déjà vous indiquer que la Guyane aujourd'hui, c'est 4 PCI, 4 établissements publics de coopération intercommunale qui regroupent 22 communes. Cependant, seul un EPCI de 6 communes, la CACL, exerce la compétence de l'eau et de l'assainissement. Et donc 16 communes sont compétentes encore jusqu'en 2026, c'est-à-dire jusqu'au transfert de compétences. On dira donc que l'actualité pour la plupart du territoire Guyane, elle est au transfert de compétences aux EPCI. Et sur le contexte de l'eau, et pour faire peut-être une continuité avec les éléments qui ont été abordés par le collègue de la Guadeloupe et puis le collègue de Mayotte, indiquer que la Guyane, c'est la 3e disponibilité mondiale en eau. Donc, a priori, en termes de quantité d'eau sur le territoire, on ne souffre pas de sujet. Par contre, le sujet, il est lié à la qualité de l'eau. Parce qu'effectivement, si l'eau est là en quantité, c'est bien évidemment dans la détérioration de la qualité que réside le risque d'alimentation en eau des populations. Et donc, de ce point de vue-là, il faut avoir une illustration d'un contraste entre les communes de l'intérieur, et les communes du fleuve notamment, et les communes du littoral. Et donc, en eau, on a effectivement des problématiques de desserte ou d'accès en eau potable sur les communes de l'intérieur, de manque d'assainissement généralisé, on va dire, sur les communes de l'intérieur également, mais avec des communes du littoral mieux structurées, car plus faciles à équiper et avec plus de moyens pour les exploitations. Et c'est donc dans ce cadre-là que la CACL, Communauté d'agglomération du centre littoral, qui regroupe 6 communes, à peu près 150 000 habitants sur les 300 000 habitants de la Guyane, donc la moitié, vit sa gestion de l'eau, on va dire, dans des standards métropolitains,
On a, nous, un prix de l'eau qui est un des moins chers de France. Pour autant, avec ce prix de l'eau qui s'apparente à peu près à 4,75 € le mètre cube, eau et assainissement compris, on fait à peu près 20 millions d'euros d'investissement par an. Donc, on alimente le territoire en équipement. Cependant, notre difficulté sur le centre littoral, c'est de répondre à la demande galopante de développement de ce territoire, puisque avec une démographie presque à 8%, des lotissements qui se construisent partout, des villes qui doublent leur population pratiquement en 10-15 ans, on a effectivement de gros sujets d'équipement du territoire. Alors, Pardon, excusez-moi. pour finir le contexte, voilà, juste pour finir le contexte, très bien. Vous indiquez en fait pour l'actualité, pour l'agglo, pour la CACL, c'est donc de mettre en œuvre des travaux qu'on retrouve au travers d'une PPI qui est la suite de l'intervention qu'on a. Voilà. Est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en plus d'avoir un problème de qualité, vous pourriez avoir un problème de quantité très prochainement en Guyane au niveau de cette question de l'eau, que l'on comprenne bien? Non, il n'y a pas de problème de quantité d'eau, parce que l'eau, elle est là partout présente en Guyane. On a des fleuves énormes avec de gros débits, on a de gros cours d'eau. Comme je vous disais, on est troisième au monde en disponibilité d'eau. C'est l'Amazonie, en fait. Donc, on a de l'eau partout, elle est présente partout sur le territoire. Mais simplement, l'eau, pour la distribuer, il faut la traiter. Et donc, c'est plutôt là qu'on peut pêcher, c'est dans le manque notamment dans l'intérieur, sur les communes de l'intérieur, notre capacité à tirer du réseau sur des communes qui sont très étalées. Maripasoula, par exemple, c'est la plus grande commune de France. Elle doit faire... j'ai pas la superficie en tête là maintenant, mais c'est la plus grande commune de France avec beaucoup de bourgs éclatés. Et donc l'idée pour nous, c'est que si on devait alimenter tous les territoires, il faudrait tirer énormément de réseaux. Et c'est plutôt là que réside chez nous la difficulté. C'est pas tant dans la qualité ou dans la quantité, mais c'est aussi dans la mise en œuvre des infrastructures. Alors, vous avez commencé à nous parler de ce programme pluriannuel d'intervention pour justement essayer de faire face à cette situation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer les objectifs et surtout comment cela se concrétise sur le terrain? Oui, bien évidemment, avec plaisir. Le sujet est indiqué. Peut-être que vous pouvez mettre le schéma sur la dynamique de gouvernance. Le sujet est d'abord d'indiquer que sur la mandature 2020-2026, la nouvelle équipe politique qui est arrivée à l'agglo, dirigée par le président Serge Smock, aussi maire de Matoury, troisième ville de Guyane, a voulu, lui, amener plus de solidarité sur le territoire de la CACL. Et donc, pour lui, plus de solidarité, c'était aussi de mieux couvrir les communes rurales et les communes qui étaient peut-être en retard de développement dans leurs écarts. Parce que si toute la CACL est alimentée en eau, en quantité et en qualité, pour le coup, on vit dans les standards européens, le sujet est plutôt de dire que les écarts, et donc les communes rurales et les écarts dans les communes rurales où on retrouve quelques hameaux habités ne sont pas alimentés et qu'il fallait aller beaucoup plus vite dans la desserte en eau, dans la desserte en assainissement. Et donc, sur ce sujet de la solidarité telle qu'ils l'ont souhaité au travers de l'agglo Smart, le S pour solidarité. Je reviendrai peut-être sur le reste du Smart, maturité, attractivité, résilience et transition, mais indiquer en fait en gros que la PPI s'est construite sur la base des schémas directeurs d'eau et d'assainissement existants, également des contrats de progrès. Je crois que dans les DOM, on connaît c'est la question des contrats de progrès qui sont en fait une contractualisation avec l'État sur la mise à disposition de moyens financiers pour mettre en œuvre les équipements, mais permettant surtout d'améliorer l'exploitation et donc d'avoir des standards un peu opérants
d'amélioration de la gestion en eau et en assainissement. Et donc sur la base de ces schémas, nous avons construit donc une PPI qu'il fallait booster, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on a une surtaxe en eau et en assainissement qui nous permet de tenir à peu près allez, pour chacune des compétences, à peu près 10 millions d'euros par an, avec des subventions à 70%. L'idée, c'était de pouvoir en faire beaucoup plus sur la période du mandat. Et dans ce cadre-là, la CDC, la Banque des Territoires, est arrivée avec un booster qu'on ne connaissait pas, mais qui s'appelle les Aquaprêts, et qui nous ont permis d'avoir des prêts dédiés, assez souples finalement dans leur fonctionnement et dans nos marges de manœuvre, pour nous permettre de dynamiser, de booster cette PPI. Vous donnez peut-être quelques chiffres pour marquer les esprits. Sur la durée de la mandature jusqu'en 2027, c'est 58 millions d'euros de prêts aquaprêts sur l'assainissement et 54 millions d'euros d'aquaprêts sur l'eau potable que nous avons pu contractualiser avec la Banque des Territoires. Merci beaucoup. Alors justement, nous parlons de la Banque des Territoires et nous allons parler de ces investissements avec vous. Olivier Delessal. On rappelle donc que vous êtes chargé du développement territorial Guyane à la direction régionale anti-Guyane de la Banque des Territoires. Avec du coup cette problématique autour de l'eau, comment vous accompagnez ce partenaire et qu'est-ce que vous faites pour eux ? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que nous accompagnons toutes les collectivités de Guyane. Nous l'avons fait bien évidemment de façon très rapprochée et complète avec la SSL, mais déjà en amont, partout en Guyane, il faut savoir que nous sommes signataires des contrats de progrès qu'évoquait M. Néron, et que nous avons intégré l'écosystème, la gouvernance de l'eau en Guyane, puisqu'aux côtés de la DGTM, c'est-à-dire l'État, aux côtés de l'OFB, de l'Agence nationale de l'Agence de l'eau en Guyane et de la CTG qui gère les fonds européens, nous participons au CRAE, les conférences régionales des acteurs de l'eau, et nous participons aussi à des comités des financeurs. Alors le but pour nous, en faisant ça, c'est d'acquérir vraiment une certaine compréhension globale, non pas technique, mais générale des enjeux et des besoins en eau sur le territoire de la Guyane. Et quand nous avons la certitude qu'un besoin de financement existe et que la collectivité se rapproche de nous pour combler ce besoin de financement, va commencer alors la phase d'instruction du prêt, des aquaprêts, comme mentionnait M. Néron. Et c'est ce que nous avons fait pour la CACL. On était à l'époque en 2022. Alors, concrètement, cet accompagnement-là devient très, très rapproché. On travaille à la fois avec les équipes qui sont en charge des finances pour vérifier la prospective financière que nous propose, que co-élabore parfois avec nous la collectivité. Nous évaluons la capacité d'emprunt, la capacité d'autofinancement de cette collectivité. Et nous travaillons aussi concomitamment, j'ai envie de dire, avec les équipes qui sont en charge des projets d'eau et d'assainissement pour qu'elles nous les définissent. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas des techniciens, nous devons absolument comprendre ce que nous finançons, vérifier que c'est bien éligible à notre doctrine d'intervention et en savoir aussi beaucoup plus, notamment sur les calendriers de mise en œuvre de ces projets, de travaux, de mise en service. Et également, bien sûr, connaître le plan de financement de ces projets, parce que nous sommes rarement, même en réalité jamais, les seuls financeurs. Comme le disait M. Néron, il y a des subventions de l'État et de la CTG, globalement aux alentours de 70%. Donc là, nous sommes là pour apporter le complément sous forme de prêt. Et puis, quand nous avons travaillé avec ces deux équipes, finance et eau, assainissement, nous travaillons ensuite avec la direction générale, donc ça a été le cas avec M. Néron, pour une mise en cohérence de toutes ces informations et une validation. Et j'ai envie de dire, ensuite, nous repartons dans un processus interne à Banque des Territoires pour obtenir l'engagement, puis nous contractualisons. Et il y a ensuite, et j'en terminerai par là, un travail qui intervient ensuite post-contractualisation, pendant la durée de vie du projet, puisque le PPI qui a été défini en 2022 a pu évoluer
à la marge, et c'est normal, c'est la nature la nature même des PPI. Et donc, nous sommes parfois amenés à apporter, en concertation avec la CACL, apporter quelques ajustements au contrat de prêt qui avait été signé 2 ans auparavant. Est-ce qu'on peut évoquer quelques projets que vous avez financés ou que vous allez financer sur justement cette question de la gestion de l'eau? Oui, alors comme le disait Monsieur Néron, hein, les aquaprêts qui ont été souscrits en 2022, ils sont vraiment de 2 sortes. Une ligne, enfin un contrat dédié à l'eau potable. Donc là, il s'agit de rénover des réseaux existants et aussi de les agrandir parce que la Guyane connaît et la CACL ne fait pas exception, une forte croissance démographique, un certain étalement urbain, et donc il faut amener les réseaux là où se développent les zones de vie. Et le deuxième contrat concernait l'assainissement. Et là, j'ai envie de dire, la problématique était encore plus marquée, puisque le nombre de personnes non raccordées au réseau d'assainissement collectif sont très importantes. Hein. C'est actuellement à peu près la moitié des habitants de la CACL. Donc là, vraiment, une volonté qui se traduisait dans le PPI de la CACL d'agrandir ce réseau d'assainissement et nos financements sont largement fléchés sur cet agrandissement. Monsieur Si je peux intervenir en complément de Monsieur Delsal, si vous le voulez bien, en illustrant avec une des diapos qu'on vous a envoyées, vous pouvez la mettre éventuellement, c'est la diapo qui fait passer qui montre le schéma de travaux, si vous voulez bien, sinon... On va la retrouver. Oui. Est-ce que c'est celle-là? Voilà, c'est une opération qui... C'est celle-là, effectivement. Alors, l'autre est plus parlante, si vous voulez bien. L'autre est plus parlante. Pas celle-là, l'autre. Pas celle-là. Il y avait 3 diapos. Voilà, c'est celle-là qui montre bien, effectivement, ici, on traverse quasiment l'ensemble de la ville de Cayenne pour assainir et raccorder un secteur de plage que vous voyez entouré en jaune. Hein, c'est le secteur je sais que M. Tonnerre connaît bien la Guyane, c'est le secteur de Montabo Nord, hein, secteur plage, aujourd'hui qui était assaini en non collectif et donc avec potentiellement des fosses et des dispositifs qui marchaient assez mal et qui donc polluaient les plages et les zones de baignade. Aujourd'hui, au travers de cette opération majeure, hein, en séquence, parce que la première phase qu'on a pu faire en 2022-2023 correspond à peu près à 5 millions d'euros de travaux. En 2024, on est sur la colonne de refoulement qui permet d'amener le tout à la station Leblon. C'est tout le circuit que vous voyez en rouge et en bleu va coûter 3 millions. Démarre là dans 2 mois en période sèche. Et donc, on est sur une opération majeure de plus de 12 millions d'euros aujourd'hui, séquencée sur 3 ans, mais qui fait partie intégrante donc, de cette PPI que nous relations avec M. Delsa. Messieurs, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour toutes ces informations. Philippe Néron, on rappelle que vous êtes DGS de la communauté d'agglomération du Centre littoral de Guyane et Olivier Delessal, on rappelle donc que vous êtes chargé de développement territorial Guyane à la direction régionale anti-Guyane de la Banque des Territoires. Merci beaucoup. Et il est 15h02. Merci à vous. Merci à vous. Un léger retard que nous allons essayer de rattraper. Nous prenons la direction de la Réunion. Avec vous, Sarah Bataille, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable du service aménagement hydraulique au Conseil départemental de la Réunion. À vos côtés, Faisal Bada, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Office de l'eau de la Réunion. On va commencer par vous, Monsieur Faisal Badal, et dresser peut-être un état des lieux de la situation des ressources en eau à la Réunion. Non, pardon. Donc, la ressource en eau à la Réunion, donc on vous a envoyé un diaporama, donc juste ça sera un peu plus facile pour illustrer les propos. La Réunion est une terre d'eau habituellement, hein, donc on l'entend régulièrement. Donc effectivement, il pleut beaucoup à la Réunion. Et je reprends les propos
Monsieur Musquet, la première brique de la ressource en eau, c'est bien la pluie. Donc voilà, donc il pleut en moyenne 7 milliards de mètres cubes d'eau à La Réunion, mais c'est une moyenne. Et sachant qu'à peu près à la moitié de cette quantité retourne dans l'atmosphère par évapotranspiration et à peu près entre 1,4 milliard se retrouve dans les rivières et un peu plus de 3 milliards dans les aquifères, les nappes phréatiques. Ça, c'est une moyenne. Et il faut se méfier des moyennes parce que, d'une part, quand on regarde le relief de la Réunion, donc il y a bien une chaîne de montagnes qui sépare la Réunion en deux. Une zone à l'est au vent plus arrosée par rapport à la zone ouest. Et quand on est dans un contexte intertropical, donc il y a une saisonnalité des pluies, donc une saison des pluies qui va à peu près de décembre-janvier jusqu'à mars-avril, où là c'est 80% de la recharge en eau qui se fait habituellement. Et une saison sèche, donc là où il y a moins d'eau, il y a moins de pluie, donc là on est plutôt sur des situations où on laisse passer. Donc il y a bien sûr cette inégale répartition dans le temps et dans l'espace. Et donc c'est les deux petites slides, les deux petits icônes en haut, et le graphique du bas, c'était pour vous montrer peut-être quelques effets alors, je ne sais pas si c'est quelques signaux du dérèglement climatique. Donc là, j'ai repris donc les données de Météo France, la pluviométrie depuis 1960 jusqu'à 2020-2021. Et on s'aperçoit que dans la dernière décennie, c'était une décennie plutôt déficitaire en pluie. Par rapport à la décennie 2009, qui était plutôt excédentaire, mais quand vous regardez ce qui s'est passé les années d'avant, avec des niveaux plus faibles que ce qu'on a rencontré avant. Donc c'est ça les changements, et c'est à cela que nous devons nous confronter sur le territoire pour avoir une certaine facilité d'accès à la ressource en eau. Il va y avoir une crise eau à La Réunion, c'est ce que vous craignez ? Non, enfin, c'est beaucoup dire de parler d'une crise eau, mais ce qu'il faut intégrer, c'est que dans la gestion de l'eau, nous devons intégrer cette approche de l'inégale répartition en fonction d'où on se trouve. Donc, si on se trouve à l'est ou à l'ouest, si on se trouve dans les hauts ou sur le littoral, parce que là, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a également cette dimension. Et en fonction de la saison des pluies, qui est la période où on a cette recharge de la ressource en eau, donc 80% de la recharge se fait entre le mois de janvier et le mois de mars-avril. Et selon les années, par exemple, si vous regardez la décennie 2000-2010, nous avions plutôt des années favorables en termes de pluviométrie, donc déjà. Mais si vous regardez la décennie juste après, donc 2010-2020, nous avons 8 années déficitaires. Donc 8 années où cette recharge de la ressource en eau ne s'est pas faite correctement. C'est des années où, en saison sèche, on se retrouve avec des arrêtés sécheresse, on se retrouve avec des situations où l'accès à l'eau brute est plus compliqué. Alors, on ne peut pas encore parler de situation de crise, sauf sur quelques périodes, sur quelques semaines, cela pourrait arriver. Alors justement, peut-être donner la parole à Madame Sarah Bataille, responsable du service aménagement hydraulique au Conseil départemental de La Réunion, qui pourrait nous parler de ce projet d'aménagement emblématique, ce grand tunnel qui permet de basculer l'eau de l'est à l'ouest de l'île, une solution finalement pour faire face à ces changements au niveau des conditions climatiques à La Réunion. Oui, vous pouvez peut-être afficher la diapositive, la troisième diapositive, celle encore d'après. Merci. Faisal vient d'expliquer le contexte du projet ILO, ce qu'on appelle l'irrigation du littoral ouest. C'est un projet qui est né en fait de ce constat de contraste entre les ressources abondantes d'un côté, donc du côté est, et moins abondantes de l'autre, du côté ouest de l'île. L'inégale répartition dans le temps et dans l'espace de cette quantité d'eau qui nous tombe dessus chaque année. Les réflexions sur le projet d'irrigation du littoral ouest ont démarré dans les années 1980 avec des besoins identifiés à hauteur de 70 millions de mètres cubes d'eau pour les besoins en eau d'irrigation. Donc c'est la première compétence développée par le département de La Réunion. L'objectif étant de desservir sur la zone jaune, sur la cartographie qui vous est présentée,
7150 hectares jusqu'à 800 mètres d'altitude. 17 millions de mètres cubes avaient été identifiés par an pour les besoins en eau brute, afin de desservir sur cette surface 5 communes, à peu près 25% de la population réunionnaise, et un volume de 9 millions de mètres cubes par an avait été identifié pour recharger la nappe de la rivière des Galets. Donc c'est une nappe qui est située au nord de cette zone à alimenter et qui avait besoin, pour éviter des remontées d'eau salée dans la rivière, de cette recharge. Les premiers travaux en galerie ont démarré dans les années 1980-90, ont duré 10 ans pour pouvoir irriguer une première zone d'environ 2500 hectares. Et les travaux se sont poursuivis jusque les années 2016-2017. On dessert aujourd'hui environ 6000 hectares sur cette zone. Aujourd'hui, les travaux se sont concentrés sur ces dernières années, surtout à interconnecter ce périmètre de l'Ouest avec nos périmètres du Sud, qui ont été créés par l'État dans les années 60-70, donc les périmètres du Prat de la Peine, du Prat de Sillaos, qui couvrent déjà de leur côté 5000 hectares. Et avec ces interconnexions, on se concentre aujourd'hui à créer des microcentrales hydroélectriques sur le réseau, quand cela est possible, pour pouvoir produire de l'énergie. Donc ce paramètre qui nous est cher aujourd'hui pour pouvoir faire fonctionner nos aménagements. Côté financier, le projet ILO a coûté 925 millions d'euros et il a été cofinancé par l'Union européenne et par le département à hauteur de 45% des dépenses qui sont apparues sur 30 ans de projet finalement. 8% des besoins ont été apportés par l'État et l'AFD et la Banque des Territoires y ont contribué en abondant régulièrement le budget d'investissement du département via des prêts à hauteur de 200 millions d'euros. Alors on parle de ce projet, mais il y en a d'autres pour la mobilisation des ressources en eau, notamment au niveau des micro-régions du Nord. Est-ce que vous pouvez nous en parler, savoir un peu où est-ce que vous en êtes au niveau du développement de ces projets ? Alors si vous voulez bien passer à la cartographie suivante. Encore après. Voilà. Donc nous parlons aujourd'hui le projet qui est mené par le département de la Réunion et qui fait écho au projet ILO, c'est le projet MEREN pour mobilisation de l'eau sur les micro-régions Est et Nord de l'île. Ce projet est né en fait du constat que les ressources mobilisées sur l'îlot, donc qui viennent de l'Est de l'île pour une partie, donc du cirque de Salazie, permettraient également d'alimenter les secteurs nord et est de l'île qui, bien qu'on ait dit en introduction, ce sont des territoires les plus arrosés de l'île, manquent par ailleurs d'infrastructures et de réseaux. Chaque année, durant cette dernière décennie, ces secteurs ont fait part de leurs difficultés notamment lors des comités de sécheresse, à pouvoir apporter de l'eau aux abonnés de ces secteurs. Donc le projet MEREN aujourd'hui est composé de deux secteurs, un projet MEREN Nord et un projet MEREN Est, avec là sur la diapositive vous sont présentés les aménagements projetés, donc une galerie qui viendrait se raccorder aux galeries existantes et une desserte des zones en bleu pour 3000 hectares. La zone verte qui est une zone déjà irriguée qui serait raccordée à ce premier territoire et une zone MEREN Est sur 2250 hectares pour alimenter ces zones d'abord en eau d'irrigation. Il y a aussi un besoin de près de 9 et 13 millions de mètres cubes d'eau à apporter pour les besoins en eau brute pour les intercommunalités, parce que nos projets, en fait, nos périmètres irrigués permettent d'apporter l'eau d'irrigation, mais aussi l'eau brute pour les intercommunalités qui la traitent et la met à disposition des particuliers. Il y a aussi sur cette zone, au niveau du triangle orange là, qui vous est rapporté sur la carte, une zone industrielle qui s'appelle Bois Rouge, qui abrite l'une des usines de canne à sucre de l'île, où il y aurait un besoin de 4 millions de mètres cubes. Le projet MEREN est aujourd'hui au stade d'avant-projet. Il y a 4 groupements de maîtrise d'œuvre, des maîtres d'œuvre internationaux qui travaillent sur ce projet, avec 15 prestataires
donc des marchés, une vingtaine de marchés qui ont déjà été notifiés pour un montant de 12 millions d'euros sur la partie études. Donc des topographes, des géotechniciens, des gens qui relèvent la faune, la flore, etc., qui travaillent en phase conception pour un premier coup de pioche qu'on aimerait mettre en œuvre en 2025 ou en 2026 sur une particularité de ce projet qui est la réutilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration la plus importante de l'île, qui se situe sur le site du Grand Prado, sur la commune de Sainte-Marie, donc qui récupère les eaux usées, notamment du chef-lieu de la commune de Saint-Denis. Et ce premier aménagement pourrait voir le jour voilà, d'ici 3 ans. L'estimation du projet Mérène, donc on est autour d'un projet au global qui avoisine les 465 millions d'euros, avec une première phase nord évaluée à 305 millions d'euros, des études autour de 14 millions d'euros et des travaux 290 millions d'euros, et un cofinancement attendu, comme pour l'îlot, de l'Union européenne, de l'État et bien sûr du département, avec des prêts, si possible, de la Banque des Territoires et de l'AFD. Le message est passé. Faisal Bada, en termes de priorité et d'urgence, quelles sont-elles quant à cette question de la gestion de l'eau à La Réunion? Alors, les défis, donc c'est bien la thématique de notre table ronde. Donc les défis, il y a un sujet sur la quantité de l'eau, même si aujourd'hui, grâce à l'action du département sur les équipements structurants, cela permet d'amener également donc, de l'eau au niveau des intercommunalités. Aujourd'hui, à La Réunion, les 5 communautés d'agglomération sont compétentes en matière d'eau potable et d'assainissement. Donc il y a un sujet de quantité. Il faut également travailler donc, sur l'amélioration des réseaux, donc les rendements de réseau notamment. Alors nous avons en moyenne à La Réunion un rendement de réseau de l'ordre de 63%. Alors, ce chiffre est bien inférieur à ce qu'on peut rencontrer sur les standards de l'Hexagone, mais il faut aussi tenir compte, je pense, de la situation, du relief de La Réunion, qui ne permet peut-être pas d'atteindre également des rendements de l'ordre de 85 à 95% qu'on pourra revoir ailleurs. Un enjeu également sur le traitement des eaux usées. Donc là, vous avez à l'écran l'approche patrimoniale aujourd'hui du traitement de l'eau potable et des eaux usées. Donc, le traitement des eaux usées, avec la particularité en ce qui concerne le traitement des eaux usées que la moitié de la population se retrouve en assainissement individuel, donc des dispositifs individuels, et à peu près la moitié en assainissement collectif, donc collecte des eaux usées. Donc pareil, il faut étendre le réseau de collecte et amener ces eaux usées à une station d'épuration, donc 16 stations d'épuration sur l'île, qui a encore une capacité de traitement. Donc voilà. Le sujet, bien sûr, du traitement de l'eau potable, donc ça a été un sujet depuis 2015 et sous l'action de l'ARS, il y a eu de gros efforts qui ont été faits. Et sur la diapo juste après, parce que c'est également un défi pour nous à La Réunion, mais également pour les autres outre-mer, c'est l'approche, c'est la préservation de la biodiversité aquatique, avec, donc on savait, les outre-mer sont souvent des hotspots de biodiversité, et notamment à La Réunion, la problématique des poissons amphihalins, donc c'est ces particularités où une partie du cycle de vie se passe dans la rivière, une partie du cycle de vie se passe en mer. Donc, il faut pouvoir assurer cette continuité écologique. Le sujet des zones humides, nous avons donc 3 étangs à La Réunion, ce sont des vrais puits de biodiversité et des puits à carbone également. Et le sujet des récifs coralliens, qui, au-delà d'être également une approche de biodiversité, est une vraie protection naturelle du trait de côte. Donc, ce sont des vrais défis. Et le dernier qui n'apparaît pas là, mais je crois que c'est peut-être sur la diapo d'après. Voilà, c'est parce que La Réunion fait également, donc région ultra-périphérique. Donc, si on regarde de l'Europe, au titre de la directive 4 sur l'eau, donc il y a aujourd'hui un peu moins de la moitié des masses d'eau qui sont en bon état. Et l'objectif, c'est d'arriver à passer de 44% à 67% d'ici 2027. Et ça, c'est un vrai challenge également
pas seulement pour La Réunion, hein, pour l'ensemble des pays de l'Europe, je crois. Hein. Donc, c'est cette ambition d'avoir un bon état des masses d'eau. Et voilà à peu près les grands défis que rencontre La Réunion aujourd'hui. Merci beaucoup Faisal Bada, directeur général de l'Office de l'eau à La Réunion. Merci également à vous, Sarah Bataille, responsable du service aménagement hydraulique au conseil départemental de La Réunion. Je pense que malheureusement le temps nous est compté et les sujets sont encore nombreux. En tout cas, le message est passé au niveau de la Banque des Territoires. Nous aurons l'occasion très certainement d'en reparler. Nous arrivons presque à la fin de cette séquence et je vais demander à Gaël Musquet donc, de nous rejoindre ainsi qu'à Monsieur Hervé Tonnerre pour la conclusion avant de passer à vos questions. On rappelle que sur le chat, vous pouvez écrire, poser vos questions, vos réflexions, nous les lirons. Et puis, ceux qui sont avec nous peuvent également préparer leurs questions. C'est dans quelques instants. La parole est à vous. Eh bien, que pouvons-nous dire de tous ces échanges? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qui vous a marqué, Gaël Musquet? Alors, marqué, Monsieur Néron, sur la superficie de Maripasoudard, j'ai regardé, c'est 18 000 km² quand même. Alors. La Guadeloupe, c'est un peu plus de 1600, je crois, 1600 km². Le territoire qui m'a venu, donc je connais. Donc, on se rend compte de la nécessité en fait des investissements sur des élongations aussi importantes, de financer, ramener le réseau, évidemment assurer l'assainissement pour ne pas perturber la biodiversité, évidemment ce que j'ai pas évoqué dans mon introduction, l'évolution démographique sur la Guyane et Mayotte aussi. Donc à la fois gérer le présent, c'est déjà pas mal, mais imaginez derrière ce que ça va demander avec une population qui évolue. Donc effectivement, ça en dit long sur les défis, hein. Les disparités aussi qu'on a sur la Guadeloupe et la Martinique. On est plutôt en déclin démographique. Les populations vieillissantes. Exactement. Et sur d'autres, il va falloir anticiper la construction de ces réseaux et leur entretien. Et enfin, une chose que j'ai pas évoquée effectivement, qui a été rappelée sur les cuves, hein, les citernes, les politiques au niveau de certains territoires aujourd'hui qui visent à rééquiper ces territoires qui avaient perdu la culture des citernes, perdu la culture des cuves tampons, de pouvoir en fait stocker cette eau pluviale temporairement à minima pour assurer quelques besoins d'hygiène élémentaire, pas forcément pour l'eau potable, hein, entre guillemets, à la consommation des populations. Mais voilà, on a quelques initiatives, hein, de collectivités pour réintroduire et subventionner en fait ces équipements pour passer au travers de grandes périodes de sécheresse. Merci beaucoup, Gaël Musquet. On rappelle donc que vous êtes météorologue, spécialiste de la prévention des risques naturels et cofondateur de l'association HAND. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui. Hervé Tonnerre, qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces échanges? Qu'est-ce que vous avez retenu? Alors moi, j'ai vraiment retenu, et j'ai bien entendu, donc c'est cette notion de jonction entre le temps court et le temps long, ce qui est indiqué, y compris des fois la complexité. Tout à l'heure, l'intervenant d'Egis l'indiquait sur le fait que c'est complexe quand il y a une attente de la population, d'expliquer aussi que les réponses, elles demandent du même de temps. Et moi, ce que j'ai apprécié, mais ça, on le voit sur tous les territoires, c'est la capacité, et on le voyait parce que l'enjeu politique, hein, ce que disait Philippe Néron, j'ai été DGS, il est DGS, c'est un moment, il faut bien qu'il y ait un acteur qui a la compétence, qui a la volonté de s'engager. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ça soit une politique publique qui est partagée et qui est une politique publique d'importance. Après, cette politique publique, elle demande justement une fédération d'acteurs. C'est un peu ce qu'on disait avec le discours d'Aquagir. C'est à un moment, il faut aller chercher des financements. Donc, les financements, c'est aussi les dotations, les subventions, la mobilisation des fonds européens dans les endroits où c'est possible. Et c'est justement aussi des acteurs comme nous, hein. On a cité également l'AFD, hein, qui est partenaire comme nous aussi du plan eau dans les Outre-mer. Et quand on voyait les montants indiqués, par exemple, pour la Réunion, alors bon, j'ai vécu aussi à La Réunion, j'étais directeur régional aussi, on sait que La Réunion a la capacité aussi de porter des projets de forte taille. Mais c'est quand même des montants à la dimension de ces territoires qui sont lourds et qui présupposent justement tout ce que j'indiquais sur la capacité d'essayer d'avoir, et ça c'est ce que nous on s'efforce, c'est notre légitimité d'apporter à la fois un conseil, une expertise et une ingénierie de projets et financiers. Mais pour moi vraiment le maître mot, c'est d'en faire une politique publique dans toute son acception la plus forte. Et c'est noble une politique publique, hein. On a tendance à stigmatiser un peu maintenant le politique ou les politiques.
Mais une politique publique, c'est la vie de la cité, c'est la capacité. Tout à l'heure, ce que disait Gaël sur le fait que l'eau peut entraîner des crispations, des tensions dans des choses exacerbées. On le sait très très bien, hein, la gestion de l'eau, des fleuves frontaliers ou pas, ou de la captation d'une ressource en eau. Voilà, donc on est dans la chance d'être, j'allais dire, quand même dans des territoires relativement apaisés, avec des modes institutionnels de régulation qui nous permettent de venir. D'où vraiment cet enjeu, hein. Et je pense que, et c'est aussi, je lance Esprey pour le hub des territoires, la nécessité qu'on ait d'autres éditions sur l'eau pour avoir d'autres types d'expériences, d'autres types de thématiques, aussi faire intervenir des acteurs privés, des innovations. Tout à l'heure, ce que disait Gaël Musquet, il y a les très grandes infrastructures et il y a des actions qui sont plus cohérentes pour d'autres types de territoires. C'est une vision globale. Je pense que maintenant tout le monde en est conscient. C'est ce que voulait faire le hub des territoires et puis le réseau Aquagir. Puis moi, je félicite et je remercie tous les intervenants d'avoir fait cet effort, y compris de se connecter à distance, d'avoir des adaptations horaires et puis de s'être déplacé physiquement pour certains. Donc merci beaucoup, merci à tous. Merci messieurs. Et puis avant de se quitter, peut-être des questions que nous avons sur le chat. Cyrielle Pasquier, est-ce que nous avons des remarques, des questions que nous pourrions lire et éventuellement répondre? Oui, alors nous avons une question dans le chat qui vient de Monsieur Winchester, qui nous vient de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. Alors il demande, nous avons beaucoup parlé de réseau d'eau, donc petit cycle de l'eau, aujourd'hui, mais est-ce que la BDT possède des mécanismes de financement qui soutiennent des projets basés sur les solutions fondées sur la nature? Concrètement, est-ce que la BDT peut aider les territoires et les collectivités d'outre-mer à développer ces solutions fondées sur la nature via ses savoir-faire en ingénierie notamment? Ah oui, c'est toute une démarche, oui. Et d'ailleurs, par rapport à la Nouvelle-Calédonie, on encourage, hein, on est approché par la province des îles, on soutient l'action aussi d'une SEM d'excellence, hein, qui est la SEM, je veux dire, Christophe Archambault va en vouloir, la SECAL, qui est la SEM, j'allais dire, un peu fédérale, puisqu'on retrouve à la fois les trois provinces, le territoire, les principales collectivités, nous, la FD, et qui, sur la notion, j'allais dire, d'adaptation, de lutte au changement climatique, est fort en pointe. Et on a développé un certain nombre d'outils, donc on a une gamme. Donc j'invite M. Winchester à se rapprocher donc, de notre directeur territorial, Vincent Boursier, hein, qui est à Nouméa. Donc nos adresses sont toutes les mêmes, hein, c'est Vincent minuscule @boursier, Vincent.boursier @caisse-des-dépôts-tout-attaché.fr. Mais sinon sur notre site Mandé Territoire, il aura les coordonnées utiles. On a une adresse générique pour la direction du Pacifique. Oui, on est, c'est un peu donc, et je m'en excuse, hein, on doit avoir toute la gamme d'efforts. Donc il y a des équipements très structurants, entre guillemets du béton. Je schématise, et il y a des actions normalement qui sont liées. C'est pour ça qu'aussi on avait fait le hub des territoires, c'est pour ça que j'ai anticipé un hub sur l'innovation en Outre-mer et sur les capacités aussi d'avoir des réponses innovantes, d'ailleurs qui viennent de start-up ultramarines ou d'acteurs ultramarins. Donc il n'y a vraiment pas de contre-indication, bien au contraire. Et j'invite M. Winchester à se rapprocher de nous, soit via l'agence de Nouméa, soit via notre adresse générique, via le portail Banque des Territoires. Nous l'invitons également à s'inscrire à la newsletter, hein, puisque la prochaine séquence sur le cycle eau s'intitule Prévention des risques naturels et si la nature était notre meilleur allié. Et ça se passera le mardi 2 avril sur ce même site. Donc voilà, s'inscrire sur la newsletter. On va vous recruter à la Banque des Têtes. S'inscrire sur la newsletter, c'est la meilleure façon de ne rien rater de tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Peut-être une autre question? Oui, et une deuxième question qui vient juste d'arriver. Monsieur Néron nous parlait de standards européens. Comment expliquer que les territoires d'outre-mer possèdent un tel retard de financement dans le domaine de l'approvisionnement en eau? Je ne vais pas répondre au nom de M. Néron, mais je vais parler en fonction de l'expérience que je peux avoir, y compris pour avoir été DGS, et puis pour être du côté de la Banque des Territoires. Il y a un plan eau spécifique pour les Outre-mer, majoritairement, je pense, dans tous les programmes des fonds européens, qui sont portés par les collectivités qui ont la compétence, hein, les régions, les collectivités territoriales. Il y a quand même des axes forts. Et en règle générale, de manière quand même assez forte, les financements existent. Il y a un retard, mais il y a des sommes très importantes qui sont mises en œuvre. Après, il y a un délai et il y a la nécessité, ce qu'on disait, les fonds et le financement, ça arrive à la fin.
il faut d'abord avoir un projet, un consensus sur ce projet, c'est-à-dire une volonté partagée, une capacité de faire de l'ingénierie. Et là, il y a beaucoup d'acteurs, dont nous, qui sont capables de financer de l'ingénierie de projet. Il y a l'AFD, il y a la NCT pour les DROM, il y a d'autres acteurs. Et les financements des projets eux-mêmes arrivent toujours un bon projet pour avoir son financement avec toute une gamme. Donc voilà, donc il y a des vrais retards de développement, et pour avoir vécu en Outre-mer, notamment en Guyane, oui, il y a des vrais retards. Mais en même temps, il existe vraiment, je le dis, des moyens, des acteurs qui se mobilisent pour trouver des financements. Après, c'est toute cette démarche. Il faut qu'il y ait un projet partagé, et là, c'est les acteurs qui sont compétents, ceux qui ont la compétence en matière d'eau. Il faut que ce projet soit vraiment une forme de consensus. À notre époque, il faut des accords, y compris pour la population. Des fois, il y a des sujets. Il faut que tout le monde partage cette vision. Et il faut avoir une capacité de conduire ce projet. C'est tous les enjeux sur lesquels on revient souvent, d'ailleurs, dans pratiquement tous les hubs. Cette capacité d'ingénierie de projet, ça veut dire d'aider lorsqu'elle n'est pas préexistante dans une collectivité. Comment est-ce qu'on se dote d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, des choses comme ceci. Mais les financements entre les fonds européens, les capacités des contrats de développement, y compris des apports de l'État, les autofinancements des collectivités, les capacités de mobiliser des dispositifs comme nos prêts et autres, je pense que voilà, voilà, peut-être d'autres acteurs n'ont pas tous la même vision, mais j'essaie d'avoir ce regard assez neutre et assez impliqué par ma double lecture, celle d'avoir été un acteur à un moment qui connaît les thématiques, y compris les financements européens, et d'un acteur actuellement qui voit que sur le plan eau dans les Outre-mer, c'est pas une contrainte. Nous, on a une enveloppe eau. J'allais dire, elle peut être largement consommée de manière supplémentaire s'il le fallait. Il n'y a pas de limite à notre capacité d'intervention, je le dis pour les Outre-mer. Après, il y a une capacité de pouvoir conduire des projets. Donc, juste pour être très rassurant, on sait qu'il y a des sujets et j'ai l'impression que beaucoup d'acteurs se mobilisent pour qu'ils sortent. Juste une remarque, il faut que les projets résistent aussi aux alternances politiques. Il faut imaginer qu'un mandat de maire et mandat politique, 5, 7, 8 ans maximum, je crois, sur certains mandats, si mes souvenirs sont bons. Ce qui me permet de mettre l'accent aujourd'hui sur les jeunes, sur la formation, ce que je fais avec beaucoup d'associations comme le Parc numérique notamment. Il faut que ces projets soient partagés avec la population et qu'ils résistent à ces alternances parce que malheureusement, chacun de ces financements, de ces travaux doit traverser les générations. Ce que je disais un peu sur ma génération, des décisions n'ont pas forcément permis à la génération qui arrive d'avoir des conditions d'accès à l'eau en Guadeloupe, dans mon territoire, meilleures que celles que j'ai connues moi, enfant. Donc c'est très important aussi d'être habité quand on est élu, quand on est issu de ces territoires, à la fois dans sa formation, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'élu, qu'il va falloir porter des projets qui vont devoir résister à plusieurs générations. Merci beaucoup. Est-ce que parmi nos invités, quelqu'un aurait une intervention, une question, sachant qu'il est 15h30, donc que nous allons essayer un peu de voler un peu de temps, histoire de clôturer cette séquence comme il se doit. Est-ce que Cyril Pasquier, nous avons d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. On rappelle que Cyril Pasquier donc, représente le collectif Aquagir. Messieurs, merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants de la Réunion, mais également de Guyane et de Mayotte. Merci à vous qui nous suivez depuis en fait tous ces océans, puisqu'on rappelle que ce sera disponible en replay sur les réseaux de la Banque des Territoires. Et puis, comme on l'a dit, le prochain événement aura lieu le 2 avril sur cette question. Et si la nature était notre meilleur allié sur la question des préventions des risques. Et puis, bien évidemment, inscrivez-vous à la newsletter du Hub des Territoires pour ne rien rater des prochains événements. Très bonne journée à tous. Merci.